Bonjour ou bonsoir à vous tous, d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs. Alors s'il y a un pays que l'on connaît mal sur le continent, que l'on connaît peu, que l'on ne veut pas connaître, c'est bien lui. C'est un pays qui a été à la fois fracturé, avec des régions plus ou moins en sécession, avec toutes les calamités de la terre, la misère, les criquets, les pirates, les djihadistes, et j'en passe, la sécheresse. On va donc parler de la Somalie, qui a une réputation épouvantable. Et on va parler de la Somalie avec Abshir Aden Ferro, qui est là et qui va balayer donc nos préjugés. Bienvenue à Télé-Sud. Merci bien. C'est vrai que les criquets qui épouvantent l'Afrique en ce moment viennent de Somalie ? Donc ça vient vers le Pakistan, ça passe vers Oman, Yémen, Kenya. Et c'est l'immigration, en fin de compte. Et ça a toujours été l'histoire, mais cette année, en fin de compte, c'était assez différent. C'est révélateur que l'on dise que les criquets sont somaliens. C'est révélateur de l'affreuse réputation qu'a votre pays. Et on n'a pas attendu Donald Trump. À quoi est-ce que ça tient, à votre avis, que la Somalie passe pour un pays de chaos sans fin ? Aujourd'hui, moi, je dis personnellement que quand quelqu'un est malade, on essaie toujours de savoir justement la maladie. Et la maladie de Somalie aujourd'hui, c'est un problème qui est arrivé justement de la guerre entre les Russes, les Américains et les Somaliens qui se sont retrouvés en plein milieu dedans depuis 1977. Si je vous dis qu'il y a eu l'intervention américaine entre 91 et 93, c'est ça, et qui s'est conclue par un échec éclatant, on se souvient du livre et des films racontant la débâcle des États-Unis à Mogadiscio. Est-ce qu'on a l'impression qu'après, finalement, les élites occidentales, notamment, ont tiré l'échelle et ne se sont plus intéressées à la Somalie, puisque les Américains s'y étaient cassés les dents? Parce qu'il faut comprendre exactement quelle est les stratégies, globalement, de la sécurité de la Somalie sur la planète. Nous sommes deuxième autoroute maritime dans la région. Nous sommes les gardiens aujourd'hui sur le golfe d'Aden. Vous avez une position parfaitement stratégique. Tout ce qui rentre de Yémen, tout ce qui rentre de Soudan, tout ce qui rentre de l'Égypte, passe à travers de la Somalie. Mais c'est pour ça que vous avez les marines européennes, de l'OTAN, de l'Inde, de la Corée du Sud, du Japon, de la Russie, de la Chine, qui sont déployées au large pour essayer d'empêcher justement les pirates. Qu'est-ce que vous appelez par pirate ? Moi, personnellement, j'ai travaillé et j'ai beaucoup géré en fait des dossiers des problèmes de piraterie. Comme vous l'avez cité, tous ces pays-là aujourd'hui. J'étais parmi le groupe de Working Group One, qui est l'entité qui gère de ces régions-là. Nous sommes des gens sur le terrain. Alors, attendez, parce que vous allez trop vite. Il faut qu'on explique qui vous êtes, parce que finalement, on n'est pas tellement habitué à voir un homme de 52 ans qui parle couramment français, qui vit à Londres et qui vient parler de la Somalie et des espoirs qu'il met dans son pays. Vous êtes vraiment un personnage tout à fait étonnant. Alors, il faut expliquer que vous êtes né là-bas d'abord. Je suis né en Somalie, c'est vrai, certes. Donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de 12 ans en Somalie. Mes parents étaient divorcés. Mon père, il était en France, qui est venu s'intégrer le système, il est somalien d'origine, qui est venu s'intégrer en France en 1963, marié avec ma belle-mère, une Française. Et après la séparation de mes parents, je suis venu rejoindre mon père. Donc je suis né somalien, avec une acte de naissance écrit en italien, et devenu français. Alors le père, il y a dans ce livre, qui est à la fois votre projet pour la Somalie, c'est un livre de pré-campagne. Vous ne voulez pas devenir sénateur des Somaliens de l'étranger, vous voulez devenir président de la Somalie. Et dans ce livre, qui est à la fois un programme, votre vision de l'histoire, votre vision pour l'avenir, il y a aussi le témoignage de votre famille
Et les témoignages aussi, plein de témoignages, notamment des gens qui ont travaillé avec vous. Il y a William Boyd, par exemple, le romancier anglais, vous connaissez visiblement, qui dit beaucoup de bien de vous. On se rappelle qu'il avait écrit Un Anglais sous les tropiques. L'Anglais sous les tropiques, c'est vous, finalement. Hein. Bon, il y a William Boyd, mais il y a aussi des gens qui parlent de votre père et qui en parlent avec beaucoup d'admiration, qu'il dit qu'il a eu une importance absolument considérable, une influence bénéfique sur vous. Donc, vous arrivez, vous vivez en France quelques années. C'est bien ça. Et puis, je suis parti rejoindre ma mère, qui travaillait à Sharjah, la ville juste à côté de Dubaï, aux Émirats, que j'ai eu une nouvelle chance aussi dans ma vie. Beaucoup de richesses, beaucoup de découvertes de différentes cultures, différentes langues, différentes traditions. Et c'est ça, en fait, qui m'a apporté cette richesse de comprendre la vie de l'être humain. D'accord. Et alors, là, vous vivez à Londres. C'est bien ça. À plein temps. Et vous avez monté un groupe dans la sécurité, qui est un groupe important, qui est une entreprise qui marche bien. Vous n'auriez pas pu le faire, ça, en France ? Non. Alors, il faut dire aussi une chose, c'est que il y a une tragédie dans votre histoire familiale et dans votre relation avec la France. Vous aviez un frère qui est mort ici quand il avait 20 ans, à Bobigny, et qui a été... 27 ans. Il est 27 ans. Et il y a 20 ans de cela, bientôt 21. Et il est mort assassiné. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était, comme on dit, c'était une expérience douloureuse pour nous, pour la famille. Il faisait son service militaire, il a rencontré sa compagne. Ils sont venus déménager à Paris. Et après, comme tous les jeunes, après la caserne et l'armée de service militaire, il cherchait du travail. Donc on lui a donné une mauvaise adresse. Il s'est retrouvé dans Bobigny. Et il est tombé sur des petits voyous dans la cité. Est-ce que les gens qui l'ont assassiné ont été punis ? Non, pas tous. C'était une des raisons qui m'a mis en colère. Certains de ces jeunes, c'était des balances pour la police. Et ils ont été protégés. Et puis il y avait un qui a payé le prix pour tout le monde. Donc, et c'est de là... après que j'ai perdu mon frère, avec la colère que j'avais et la souffrance, c'est là où j'ai décidé, pour son mémoire, de créer cette entreprise et protéger des gens qui ne sont pas de voix. Alors, dans votre livre, qui sort ces jours-ci en français, il y a une préface de Jean-Marie Bockel, qui est l'ancien ministre français de la coopération. Le livre paraît dans la collection Leader d'Afrique. C'est tout dire de votre ambition. Il y a toutes sortes de personnalités que vous avez côtoyées, qui témoignent sur vous, notamment que vous avez côtoyées en Somalie, notamment. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon président en Somalie ? Qu'est-ce qu'il faut pour devenir qu'est-ce qu'il faut comme parrain ? La question, c'est que est-ce que tu comprends ? Est-ce qu'on comprend le peuple ? Est-ce qu'on arrive à comprendre ce que le pays a besoin ? Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que vous avez ce don et le Seigneur vous a béni avec, ou vous ne l'avez pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, d'être un bon président, comme je disais dans mon livre, il y a des gens que j'ai beaucoup d'admiration, beaucoup de respect, c'est de comprendre l'être humain et d'être un bon exemple. Oui, mais bon, comprendre l'être humain, ça c'est pour faire un bon enseignant, un bon prédicateur, un bon romancier, il y a des tas de métiers, un bon journaliste éventuellement, ont besoin de comprendre l'être humain. Mais un président, il a surtout besoin de comprendre la force, de l'usage de la force, non ? Le premier défi qu'il y a en Somalie, c'est la sécurité. Bien sûr, je suis un homme qui a passé 32 ans de ma vie dans la sécurité. Donc, la sécurité, c'est aujourd'hui un clé très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Somalie, les plus grandes difficultés que nous avons, c'est des problèmes de sécurité. Mais dans la globalité de la sécurité, il y a des points
importante à obtenir dans ces points-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je dis aujourd'hui, d'être un expert ou quelqu'un aujourd'hui qui dit en fin de compte, je peux comprendre la sécurité, c'est autre chose. Maintenant, vous avez touché le point de la sécurité. Oui, certes, je comprends réellement les problèmes de la sécurité. Certes, aujourd'hui, la Somalie est une victime d'elle-même dans son territoire et le lieu que se retrouve la Somalie. Mais alors, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que bon, l'État somalien a cette année 60 ans. C'est pas beaucoup pour un État, c'est la jeunesse. Hein. Mais la guerre en Somalie, elle dure depuis au moins 30 ans. Oui. Et ça, par contre, c'est très très long. C'est pas court comme 60 ans, c'est très très long, 30 ans de guerre. Et si on fait le bilan, on voit bien que au nord, il y a les djihadistes, notamment les gens d'Al-Qaïda. Au sud, vous avez des régions qui ont pris plus ou moins leur indépendance, le Somaliland, le Puntland. Vous avez... vous m'arrêtez si je me trompe dans ce tableau qui est un peu noir. Vous avez d'autres régions qui donnent l'impression d'être proches de la sécession. Vous avez sur la côte, évidemment, on en a parlé, on les a évoqués, il y a les pirates. Alors, ils ont une activité qui est résiduelle, mais on sent bien que si jamais les marines s'éloignaient, les marines étrangères qui sont au large s'éloignaient, ça repartirait tout de suite. Bon, l'État central, c'est finalement l'un des acteurs seulement de tout ce qui se passe en Somalie. Et c'est le plus faible peut-être, non ? Non, I mean, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc aujourd'hui, la Somalie est gérée par des gens qui n'ont pas d'expérience de sécurité, des gens qui ne sont pas compétents. L'actuel gouvernement, il est faible. Et pourtant, vous avez, ils ont pas d'expérience. Dans votre ouvrage, on vous voit avec le président actuel. Non, pas avec le président actuel. Pas avec le président actuel ? Non. Ah, je me suis trompé dans les photos. Pardonnez-moi. Son prédécesseur ? Oui. Avec son prédécesseur. D'accord. Bon. Donc vous êtes dans l'opposition. Vous ne serez pas dans la continuité de l'actuel gouvernement, vous êtes dans une démarche d'opposition. Je suis parce qu'en fin de compte, depuis des années, j'ai travaillé toujours derrière le rideau. J'ai toujours le biais pour la Somalie, pour qu'ils s'en sortent dans les difficultés qu'ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne voulais jamais me lancer, et je ne voulais pas me lancer dans la politique somalienne. J'ai observé aujourd'hui les difficultés qu'il y a, les problèmes de piraterie, les problèmes de Al-Qaïda et d'Al-Shabaab, les problèmes de corruption. Comment ça se fait ? Alors, si on prend les uns après les autres, les problèmes des Shebab. Ça, les Français connaissent parce qu'il y a eu des expéditions au Kenya, parce que il y a des Français qui ont été enlevés, il y a d'autres Français qui ont été assassinés par les Shebab. Bon. Comment se fait-il qu'avec tous les moyens qui ont été mis sur la table pour essayer de les combattre, on n'ait pas réussi à les réduire ? Parce qu'on utilise mal notre ressource. Et c'est une des choses que je suis en train de parler dans mon livre. Je vous donne aujourd'hui un exemple. Aujourd'hui, Al-Shabaab, c'est la mafia. C'est un groupe de gangsters. Ils ont trouvé un endroit parfait pour survivre. C'est comme le cancer. Votre corps est malade, votre corps est faible. Oui. Ben, vous savez, ça y est, vous avez le cancer et il grandit sur vous. Oui, mais la tumeur, c'est un élément étranger qui grossit. La Somalie aussi. Nous, on ne connaît Shebab, pas. c'est pas... Non. C'est Osama Bin Laden. Il n'était pas somalien. C'est pas somalien. Mais on a tendance à comparer en fait les Shebab somaliens aux talibans afghans. On se dit c'est les mêmes en fait. Mais non, on a tort. Oui, bien sûr. Osama Bin Laden, qu'est-ce qu'il est venu faire en Somalie? Parce qu'on lui a donné l'opportunité. Il a trouvé dans un territoire, dans une région faible, que nous, les Occidentaux, on n'a pas accès. Parce que le problème qu'il y a aussi, c'est qu'on a oublié le peuple somalien. Le peuple somalien, ce sont des gens qui sont extraordinaires. Ils ont beaucoup de patience, ils ont beaucoup de charisme, ils sont acceptés aujourd'hui, qu'aujourd'hui, ils sont gérés par des gens mafieux. Que ce soit dans les gouvernements avec les corruptions, ce soit les fonds de bailleurs
qui transmettent notre argent, nos impôts en Europe aujourd'hui vers la Somalie, qu'il n'y a pas de traces d'argent qui disparaissent dans le système. Et Attendez, pardonnez-moi, je n'ai pas compris. On sait qu'il y a beaucoup d'argent qui vient de la diaspora. Ça représente près d'un tiers du budget national, d'ailleurs. Nous sommes les premiers investisseurs dans le pays. Les premiers investisseurs, ce sont les Somaliens de l'extérieur. Et une partie de cet argent s'évapore? Non, l'argent de fonds de bailleurs. Ah, les bailleurs de fonds, d'accord. Et cet argent s'évapore parce qu'il nourrit quoi, les correspondants locaux, la bureaucratie, Tout. 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 Et le plus pire, c'est le mal. Aujourd'hui, soyons clairs que nous avons des fonctionnaires européens qui sont censés être postés en Somalie, mais qui ne sont pas en Somalie, mais qui sont postés en Kenya, pour une raison de sécurité. Ouais. Les Somaliens... Ils vivent de la misère du monde. Voilà. Donc, les Somaliens, aujourd'hui, on leur pose la question claire. Quels sont les bénéfices aux Européens pour vous? Et ils vont nous dire zéro. C'est quelque chose que j'ai témoigné moi-même. Beaucoup d'expérience. Maintenant, vous avez touché aussi les problèmes de la piraterie. En revenant sur ce sujet-là. Les jeunes de piraterie, ce sont des gens qui habitent au large de la mer de la Somalie, frontière au niveau de côtière. Ouais. Ces gens-là, c'est des pêcheurs. Ouais. Ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de marine, ils n'ont pas un gouvernement solide, encore un problème de sécurité. Nous avons aujourd'hui des pêcheurs qui viennent des quatre coins de la planète et qui pêchent dans l'eau et qui plient l'eau de la Somalie. L'origine du problème, c'est les jeunes qui sont révoltés en disant « mais attendez, on s'est fait tirer dessus ». Et nous, aujourd'hui, avec nos bateaux militaires que nous avons dans la région, on arrive à poursuivre les jeunes Somaliens dans l'eau de Somalie, mais tous les bateaux qui sont en train de pêcher dans l'eau de la Somalie ne sont pas enregistrés. Non. Alors, le pillage des eaux territoriales, on peut imaginer qu'il suffirait d'un peu de marine pour arriver à régler ça. Mais vous pensez que des pirates, vous pouvez les remettre, hein, de pêcheurs qui sont devenus pirates, parce que c'est le seul moyen peut-être pour échapper à la misère, vous pourrez les faire redevenir pêcheurs demain? Pas bien sûr. Vous croyez ça? Pas bien sûr. Je vous donne un exemple. J'avais fait en 2012 un projet que j'étais avec Alain Madelin, Renaud Girard et un ami, Philippe Beaune, qu'on a été dans le cœur. Alain Madelin, l'ancien ministre, Philippe Beaune, qui est un homme d'affaires, qui connaît bien le continent, et que vous avez accompagné donc en Somalie. Et il y a les photos de leur expédition dans cet ouvrage. Et Renaud Girard. Notre confrère du Figaro. Et qui a écrit justement un article sur ça. Et, sur la piraterie. Sur la piraterie. On a été 4 jusqu'à Galkayo, le territoire de Al-Shabaab. On a conduit pendant 2 jours pour arriver le territoire de la piraterie. On a passé 2 nuits avec le locaux et ils étaient tous choqués. La nuit, c'était la fête. Tous ces bateaux qui se trouvaient justement dans le coast de la Somalie. Donc moi aujourd'hui, comment vous pouvez me dire vous êtes un voyou si vous prenez tout ce qu'il y a chez moi, mais si je viens chez vous et que je me sers votre frigo, vous êtes révolté. Alors, en même temps, il y a une chose qu'on a beaucoup de mal à imaginer quand on parle de la Somalie, parce que je parlais de la Somalie avec un diplomate qui m'a dit « mais la Somalie, le Mali, c'est inextricable. La Somalie, c'est pire encore. » Je dis « mais non, pas du tout. Il y a des hôtels, il y a un peu d'économie, le théâtre national de Mogadiscio vient de rouvrir, il y a un salon du livre, il y a une vie qui ne demande qu'à recommencer, à refleurir. » Mais il y avait un profond scepticisme de ce professionnel des crises en face de la situation de notre pays. La question, après 30 ans de guerre, comment on en sort? Comment est-ce que vous pouvez faire entendre raison à des gens qui ont
Ils sont tellement habitués à ce chaos qu'ils y vivent, ils en acceptent les risques, ils en tirent parfois bénéfice, la corruption dont vous parliez. En tout cas, c'est leur économie, c'est leur habitude. Comment est-ce qu'on fait pour en sortir? Les choses ne sont pas compliquées. Et, vous allez lire mon livre. Il faut un homme de la sécurité. Un homme qui sait exactement comment il faut gérer les problèmes sécuritaires. Mais c'est comment? C'est vous coller au mur les gens qui rackettent la population, qui affament, qui déposent une bombe dans un restaurant comme la semaine dernière dans le sud, qui mitraillent. Non. Je vais vous donner un exemple. Comment on dit, les voyous ou les gangsters, nous avons en France aujourd'hui certains quartiers sensibles Oui. que ni vous ou la justice ont du mal à rentrer. Oui. Le problème qu'il y a ici aujourd'hui, nous avons la chance, je vous donne un exemple, parce qu'il y a un manque de confiance entre le peuple et les autorités. Al-Shabaab a pénétré dans le pays et récupère une fonds fou, des impôts fous aux pauvres citoyens. Les gens, ils en ont marre. Alors qu'ils ont besoin. Alors que l'État ne perçoit pas d'impôts, lui. Voilà. Mais tout ce que les gens, maintenant, je veux finir, les gens, ils ont besoin. Parce que moi, je suis sur le terrain. Je me change, j'arrive sur le terrain et je suis parmi eux. J'entends, je sens, je parle, je mange avec eux, je dors avec eux. Le problème qu'il y a en Somalie, c'est l'histoire de 3 singes. Parce que c'est ta vie qui dépend. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Un homme qui a son foyer, sa femme et ses enfants, il voit le Al-Shabaab et le Al-Qaïda la porte à côté, il va dire « Oh, si je dénonce ces gens-là, il n'y a personne qui va venir m'aider. Nous avons connu ces problèmes en Europe aussi. Donc, la confiance qu'il y a simplement, c'est reformer la sécurité du pays, gagner le moral du peuple et des citoyens, et les citoyens somaliens vont faire eux-mêmes leur propre nettoyage. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, si vous regardez aujourd'hui le fonds de l'Union européenne aujourd'hui, on dit on dépense X, parce que c'est le renseignement librement ouvert que vous pouvez vérifier, sur la sécurité de la Somalie. Cet argent ne quitte jamais dans l'aéroport de la Somalie. Les peuples, ils ne sont pas connectés. On parle de la Turquie, malgré que c'est une situation sensible aujourd'hui avec la France. Mais pourquoi les Turcs, ils ont plus de résultats en Somalie? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Parce qu'ils sont là, ils apportent les investissements, ils apportent les technicoles et le savoir dans le pays, et ils marchent dans la rue comme tout le monde. Okay. Ils sont respectés par le peuple somalien. Ils ouvrent les hôpitaux. L'éducation. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont partis bourse, éducation, de Somalie en Turquie. Le premier vol international qui est arrivé de la Somalie, c'était le Turc. Turkish Airlines. Voilà. Donc nous, on a demandé. On a dit, mais attendez, mais vous êtes où le reste du monde? Okay. Qu'est-ce que, aujourd'hui, vous voulez contribuer de la Somalie? La France dépense 100 millions par an de budget maritime sur la Somalie. La Somalie n'a pas besoin d'argent ni la charité des autres. Nous, le diaspora, aujourd'hui, chacun de nous envoie une somme qui donne totalité de 1,4 billion. Et cet argent, ça va directement dans les casseroles et dans la cuisine de chaque famille. C'est ça. Maintenant, je vais vous donner le fonds d'argent que nous, qu'on contribue en Europe, ou les Américains, ils ne vont jamais directement sur les Somaliens. Parce que les Somaliens, ils ne le voient même pas. On ne contrôle pas. Comment ça se fait aujourd'hui que le gouvernement somalien ne peut pas récupérer fonds directs, aide directe et passer par ONGs? Voilà, c'est là où il faut se poser le problème de sécurité.
Ouais, Donc moi, personnellement, c'est simple. Ça fait aujourd'hui 20 ans que je regarde. Je suis un homme expert de la sécurité de la Somalie. Je suis 52 ans enfant de la Somalie. Oui, mais bon, vous avez une vie tranquille. Vous avez une famille, vous avez une entreprise prospère, vous vivez à Londres, vous avez réussi professionnellement et vous aidez votre famille en Somalie, votre clan. Pourquoi allez-vous mettre sur le dos cette responsabilité écrasante de présider un pays qui est en proie à tant de violence? Vous avez envie de plonger dans la marmite et d'être dans la paranoïa permanente, et dans l'angoisse, et dans la sécurité, en étant vous-même devenu une cible. Vous qui êtes un chasseur, vous allez devenir le gibier. Ça ne vous inquiète pas, ça? Non, pas du tout. Parce que la seule chose qu'il y a, c'est que je vois la richesse de qualité de la Somalie. Quand je dis ma vie pour la Somalie, ça veut tout dire. Donc, c'est qui est Vous êtes prêt à la donner? Ah oui. Vous savez pourquoi? Non. Parce que j'ai perdu mon petit frère à Bobigny par des voyous. Un samedi après-midi, un pays qu'on a en sécurité et nos enfants et nos femmes doivent être en sécurité. La Somalie aujourd'hui n'est pas différente. La Somalie a besoin aujourd'hui, pour protéger nos intérêts et nos enfants ici en Europe, ne pas avoir des jeunes qui ont été créés par des extrémistes, des jeunes qui sont aujourd'hui faire nettoyer leur cerveau. Ils ont besoin, ces jeunes, de moi. La Somalie a besoin. Et personnellement, comme je dis, si un jour je prends, si le Seigneur veut bien, que je prends le pouvoir, je veillerai la Somalie pour amener au niveau de la justice, l'économie, la sécurité, la paix et le développement. Voilà, c'est la politique comme un sacerdoce, la politique comme un sacrifice en tout cas. Abshir Aden Ferro, candidat à la présidence de la République de Somalie, c'est marqué sur ce livre, donc publié dans la collection Leader d'Afrique par Africa Press. Merci à vous. On vous souhaite bonne chance. La prochaine fois, on parlera de l'islam. Et puis, on parlera aussi des États-Unis. Vous savez pourquoi Donald Trump déteste à ce point votre pays? Non, il ne déteste pas. Mais il y a une représentante à Minneapolis dont il a expliqué à quel point elle voulait importer l'anarchie de Somalie aux États-Unis. On avait l'impression que... Ilham, c'est une Américaine. Oui, c'est une Américaine. Donc Donald Trump doit comprendre, s'il comprend lui-même, les Américains, si c'est des gens noirs ou des blancs, parce que c'était en fin de compte le territoire de American Native. Oui. Bon, mais voilà. Vous inspirez beaucoup de ce qui a été fait aux États-Unis, hein, dans votre campagne aussi. Et Somalia is back, hein, c'est ça l'idée? Voilà. Bon. Merci à vous. Ainsi va le monde. L'info continue sur Télé Sud. Je vous remercie.